13 septembre 1942. La 6e armée de la Wehrmacht allemande, la force terrestre la plus puissante de l'histoire de l'humanité, franchit la rive ouest de la Volga et pénétra dans une ville en flammes. Leur commandant en chef, Friedrich Paulus, a informé Berlin que l'opération devrait durer une dizaine de jours. Cela dura 5 mois et se termina par l'encerclement de 300 000 hommes, la plupart perdus. Stalingrad. Ce nom à lui seul porte le poids d'une catastrophe. Mais voici ce que les livres d'histoire racontent rarement. La défaite allemande à Stalingrad n'était pas inévitable. Elle n'était pas le résultat de la malchance, ni du seul héroïsme soviétique, ni même du brutal hiver russe. Elle fut le résultat d'une série de décisions prises par des hommes précis à des moments précis, qui défiaient la logique militaire, ignoraient les preuves et transformèrent ce qui aurait dû être une campagne de conquête en la plus grande catastrophe militaire de l'histoire du Troisième Reich. Au 2 février 1943, plus de 800 000 soldats de l'Axe étaient morts, blessés, portés disparus ou capturés sur le front de l'Est lors de la campagne de Stalingrad. 91 000 Allemands supplémentaires, dont 24 généraux et un maréchal fraîchement promu, marchèrent vers la captivité soviétique. Parmi ces 91 000, moins de 6 000 reverraient un jour l'Allemagne. Comment l'armée la plus technologiquement avancée de son époque peut-elle être anéantie dans une seule ville? Comment une campagne qui avait commencé avec des soldats allemands se baignant dans la Volga a-t-elle pu se terminer par la reddition d'une armée entière dans la neige? La réponse ne se trouve pas dans le froid. Elle se trouve dans les décisions. Des décisions prises dans un bunker en béton dans les Alpes bavaroises. Des décisions prises dans un wagon-quartier général exigu en Ukraine. Des décisions prises à tous les niveaux de commandement, alors qu'avertissement après avertissement était écarté, que les rapports de renseignement étaient ignorés, que les hommes qui comprenaient ce qui allait arriver étaient réduits au silence ou mis à l'écart. Voici l'histoire de ces décisions. Chapitre après chapitre. Erreur après erreur. Voici l'histoire de la façon dont l'Allemagne a perdu Stalingrad, et avec elle, la guerre. Pour comprendre les erreurs commises à Stalingrad, il faut d'abord comprendre le plan qui l'a précédé. Pas l'opération bleue, l'offensive de l'été 1942, mais la logique originelle de la campagne de l'Est elle-même. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, l'objectif stratégique était clair. Détruire l'armée rouge avant qu'elle ne puisse se reconstituer. Cibler les armées. Pas les villes. Pas les champs de pétrole. Pas les rivières. Les armées. Le maréchal Fedor von Bock. Le général Heinz Guderian. Le général Erich von Manstein. Ce sont des hommes qui comprenaient la guerre blindée dans sa forme la plus fondamentale. La guerre se gagne en détruisant la capacité de l'ennemi à se battre, pas en plantant des drapeaux sur des cartes. Mais au printemps 1942, Hitler s'impatienta face à la lenteur de la conquête. L'hiver 1941 avait été catastrophique. L'avancée allemande sur Moscou s'était enlisée dans la neige et l'armée rouge ne s'était pas effondrée comme prévu. La réaction d'Hitler ne fut pas de réajuster la stratégie, ce fut de réécrire complètement l'objectif. La directive numéro 41, publiée le 5 avril 1942, définissait ce qui allait devenir le plan Vollblau. L'Allemagne allait foncer vers le sud-est dans le Caucase en direction des champs pétrolifères soviétiques de Bakou, couper l'approvisionnement en carburant des soviétiques. Simultanément, les forces allemandes devaient sécuriser leur flanc nord le long de la Volga. Une grande ville industrielle se trouvait sur ce flanc. Une ville qui portait le nom du dirigeant soviétique lui-même. Sa prise aurait une portée symbolique immense. Cette ville, c'était Stalingrad. Ce qui suivit, ce fut une ambiguïté fatale inscrite dans l'opération dès sa conception. Stalingrad était-elle un objectif stratégique, une ville qu'il fallait prendre? Ou n'était-ce qu'une mesure pour sécuriser le flanc, une ville dont il fallait simplement contrôler les abords? Au départ, Hitler affirmait la seconde option. Ses généraux comprenaient en la première.
Aucune de ces positions n'était clairement définie. Et dans cette ambiguïté, la catastrophe trouva sa première brèche. La campagne débuta de façon éclatante. À la fin juillet 1942, les colonnes blindées allemandes avaient balayé la steppe ouverte du sud de la Russie avec une rapidité qui rappelait les victoires de 1941. Le fleuve Don fut franchi. Les armées soviétiques se replièrent dans la confusion. Les rapports de renseignement du début août laissaient entendre que les forces soviétiques au sud du Don avaient été en grande partie détruites. Le général Franz Halder, chef de l'état-major général de l'armée, nota dans son journal de guerre que l'ennemi ne semblait plus capable d'opposer une résistance sérieuse. C'était, rétrospectivement, une illusion dangereuse. Mais c'était une illusion renforcée par chaque rapport qui atterrissait sur le bureau de Hitler tout au long de cet été-là. Et cela mena directement à la décision la plus lourde de conséquences de toute la campagne. Le 23 juillet 1942, Hitler publia la directive du Führer numéro 45. Dans cette directive, il divisa le groupe d'armée sud en 2 commandements indépendants. Le groupe d'armée A, chargé de pénétrer dans le Caucase, et le groupe d'armée B, chargé d'avancer sur Stalingrad. Sur le papier, il n'y avait rien d'intrinsèquement mauvais dans cette division. Ce qui était catastrophiquement, irréversiblement mauvais, c'est que Hitler opéra cette scission, précisément au moment où les 2 objectifs nécessitaient encore toute la puissance de l'armée allemande pour être atteints. Le groupe d'armée A se dirigea vers le sud en direction des champs pétrolifères. Le groupe d'armée B se dirigea vers l'est en direction de Stalingrad, et les 2 forces s'éloignèrent l'une de l'autre à travers des centaines de kilomètres de steppes ouvertes, leurs flancs de plus en plus exposés, leurs lignes de ravitaillement de plus en plus étirées. Le général Halder comprit immédiatement le problème. Il dit à Hitler, début août, que la poursuite simultanée des 2 objectifs dépassait les forces disponibles de l'Allemagne. Hitler l'écarta. Il l'écartera de nouveau en septembre, puis encore en octobre. Au moment où Halder fut démis de ses fonctions le 24 septembre, remplacé par le général Kurt Zeitzler, plus docile, le piège commençait déjà à se refermer. Car voici ce qui se passait sur ces longs flancs exposés. Pendant que 2 groupes d'armées allemands avançaient dans des directions opposées, les soviétiques observaient. Ils comptaient. Ils se renforçaient. Mais les hommes dans le bunker de Rastenburg regardèrent des cartes, pas des armées. Ils mesuraient des kilomètres, pas des capacités. Ainsi, lorsque la 6e armée atteignit enfin la Volga à la fin du mois d'août et que la silhouette de Stalingrad apparut à travers la fumée et la brume, cela ressemblait à un triomphe. C'était l'entrée d'un piège, et l'Allemagne y était entrée volontairement. Comment le piège allait se refermer et pourquoi les Allemands ont refusé de voir venir le danger, c'est ce que racontent les chapitres qui suivent. La machine de guerre allemande avait été conçue pour un type de combat spécifique. La guerre de mouvement, la rapidité, la coordination des blindés, de l'artillerie et de la puissance aérienne à travers des terrains ouverts. L'encerclement de pans entiers d'armées soviétiques dans d'immenses chaudrons, à Minsk, Kiev, Vyazma, avait démontré ce que la Wehrmacht pouvait accomplir lorsqu'elle opérait dans son environnement de prédilection. Stalingrad était tout le contraire de cet environnement. La ville s'étendait sur près de 50 km le long de la rive ouest de la Volga. Ce n'était pas un centre urbain compact. C'était un vaste corridor industriel. Des usines, des gares de triage, des blocs d'habitation ouvriers, des silos à grains, des dépôts de carburant s'étendaient le long de la rive comme une chaîne de forteresses. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky, l'aciérie Octobre Rouge, l'usine d'armement Barikadi. Ce n'étaient pas des bâtiments ordinaires. C'étaient d'immenses complexes industriels soviétiques construits en béton armé, avec des murs épais de plusieurs mètres, et des espaces intérieurs formant un véritable labyrinthe de couloirs, de machines et de gravats. Lorsque les forces allemandes sont entrées dans Stalingrad le 13 septembre 1942, leur commandant s'attendait à ce que la ville tombe rapidement. Le chef d'état-major de la 6e armée, le général Arthur Schmidt, aurait déclaré aux officiers qu'il boirait du café sur la rive de la Volga en moins d'1 semaine.
En une semaine, les combats avaient englouti 3 divisions allemandes entières et n'avaient permis que des avancées minimes. Le problème était doctrinal. La doctrine tactique allemande, l'Auftragstaktik, ou commandement par mission, fonctionnait à merveille en terrain ouvert, où les commandants pouvaient lire le terrain, exploiter les brèches et redéployer rapidement les forces. À Stalingrad, aucune de ces conditions n'existait. Il n'y avait pas de terrain à lire. Il n'y avait aucune brèche à exploiter. Chaque pièce, chaque escalier, chaque étage détruit par les bombes devenait un affrontement distinct. Les Allemands avaient un nom pour cela, Rattenkrieg, la guerre des rats. Le commandant soviétique Vassili Tchoukov, qui dirigeait la 62e armée à l'intérieur de la ville, comprenait parfaitement cette dynamique. Il maintenait délibérément ses lignes de front aussi proches que possible de celles des Allemands, parfois à 10 mètres, parfois moins. Cette tactique, que ses soldats appelaient « s'accrocher aux Allemands », neutralisait la puissance aérienne et l'artillerie allemande, car bombarder ou pilonner les positions soviétiques revenait à détruire en même temps les positions allemandes. La Luftwaffe, qui avait anéanti des formations soviétiques entières dans la steppe à découvert, était réduite à une quasi-impotence dans les décombres d'une ville qu'elle avait elle-même réduite en ruine. Tchoukov comprenait aussi l'importance du temps. Il savait que chaque jour que la 6e armée passait à se battre pour des bâtiments individuels à l'intérieur de Stalingrad était un jour où elle ne construisait pas de lignes défensives sur la steppe ouverte au nord et au sud. Ses flancs, longs, faiblement tenus, occupés non pas par des forces allemandes, mais par des divisions roumaines, italiennes et hongroises, de qualité et d'équipement variables, constituaient la faiblesse structurelle de toute la position allemande. Chaque soldat allemand, envoyé dans le hachoir de Stalingrad, était un soldat qui ne renforçait pas ses flancs. Les Allemands, de leur côté, continuaient d'envoyer des hommes dans la ville. La logique était presque inévitable au niveau opérationnel. Ils étaient proches du but. Encore quelques attaques, quelques mètres de plus, et les Soviétiques seraient repoussés dans la Volga. Les cartes montraient que les forces allemandes contrôlaient 90% de la ville au début du mois de novembre. La victoire semblait imminente. Même Paulus y croyait. Ce que les cartes ne montraient pas, c'était le renforcement soviétique en cours sur ses flancs. Le général soviétique Georgi Zhukov et son adjoint, Alexandre Vassilevski, n'envoyaient pas d'hommes à Stalingrad pour la victoire. Ils envoyaient des hommes à Stalingrad pour survivre, juste assez pour maintenir le combat, juste assez pour que les Allemands restent fixés sur cette ville en flammes, pendant que le véritable coup était préparé ailleurs. L'opération Uranus, le plan soviétique visant à encercler toute la 6e armée allemande, était en préparation depuis septembre 1942. En novembre, Zhukov avait rassemblé plus d'1 million d'hommes, près de 900 chars et 13 000 pièces d'artillerie sur 3 fronts soviétiques positionnés de part et d'autre des longues lignes allemandes de Stalingrad. Le haut commandement allemand savait que les forces soviétiques se concentraient dans ces zones. Les rapports de renseignement le mentionnaient à plusieurs reprises. Le général Paulus demanda des renforts pour ses flancs. Ces demandes furent partiellement satisfaites, partiellement différées, partiellement ignorées. Hitler en fut informé. On lui montra les rapports. Il croyait que les Soviétiques n'étaient pas capables de mener une opération offensive à grande échelle. Il l'a dit explicitement à ses généraux. Selon lui, les forces soviétiques étaient épuisées. Il regardait les mêmes cartes que Paulus. Il lisait les mêmes renseignements, mais il filtrait tout à travers une vision qui s'était durcie depuis 1941. La conviction que les Soviétiques étaient incapables d'une planification opérationnelle sophistiquée, nécessaire pour tendre un tel piège. Cette conviction allait coûter à l'Allemagne 300 000 hommes. La tempête se préparait dans la steppe. Les Allemands regardaient encore les décombres. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin. La température était de moins 18 degrés Celsius. Depuis la steppe gelée au nord-ouest de Stalingrad, l'artillerie soviétique ouvrit le feu. Ce n'était pas un bombardement modéré, mais un bombardement annihilateur. 1000 pièces d'artillerie tirèrent simultanément sur un front d'environ 90 km, visant les positions de la 3e armée roumaine.
Pendant 80 minutes, les canons ne cessèrent pas de tirer. Et puis les chars sont arrivés. La 3e armée roumaine, qui tenait le flanc nord de la position de la 6e armée allemande, avait prévenu ses commandants depuis des semaines qu'elle n'était pas équipée pour ce qui allait arriver. Les officiers roumains avaient signalé des concentrations de chars soviétiques sur tout leur front. Ils avaient demandé des armes anti-chars supplémentaires. Ils avaient demandé que des réserves blindées allemandes soient positionnées derrière leurs lignes. Certaines demandes avaient été partiellement satisfaites. La plupart ne l'avaient pas été. Les Roumains étaient des soldats courageux. Ils tinrent leur position et ripostèrent. Mais ils étaient des unités d'infanterie faisant face à une attaque blindée d'une ampleur qu'ils ne pouvaient supporter. En quelques heures, le front s'était effondré sur une largeur de 50 km. Des colonnes blindées soviétiques s'engouffrèrent dans la brèche, fonçant vers le sud et le sud-est, non pas en direction de Stalingrad, mais en s'en éloignant. 24 heures plus tard, le 20 novembre, le coup du Sud tomba. La 4e armée roumaine, qui tenait le flanc sud au-dessous de Stalingrad, fut frappée par une seconde force blindée soviétique avançant vers le nord. Les Roumains se battirent à nouveau avec acharnement. Le front s'effondra de nouveau. Le 23 novembre, les 2 pinces blindées soviétiques s'étaient rejointes à la ville de Kalash-sur-le-Don, à 60 km à l'ouest de Stalingrad. L'encerclement était complet. La 6e armée, soit ses 300 000 hommes, était encerclée. La question de savoir pourquoi ces flancs étaient si faiblement défendus occupe les historiens depuis 8 décennies. La réponse n'est pas simple. Elle implique plusieurs échecs qui se recoupent. Le premier échec était structurel. Lorsque Hitler divisa le groupe d'armée sud en groupe d'armée A et groupe d'armée B en juillet, cela créa une situation où la responsabilité des flancs de la 6e armée était partagée entre plusieurs commandements. La 6e armée elle-même était responsable de la ville. Le groupe d'armée B était responsable des flancs. La coordination générale revenait à un haut commandement de plus en plus dirigé dans les moindres détails depuis le quartier général de Hitler à Rastenburg, à des centaines de kilomètres du front. Le deuxième échec était une question de priorité. Toutes les unités blindées et motorisées disponibles pour le groupe d'armée B avaient été engagées soit à Stalingrad même, soit dans l'offensive vers le Caucase. Les flancs étaient tenus avec ce qui restait, c'est-à-dire les armées satellites des alliés de l'Allemagne. Les Roumains et les Italiens n'étaient pas des lâches. C'étaient des soldats sans armes adéquates, sans blindage suffisant et sans formation appropriée pour le type de guerre blindée que les forces soviétiques s'apprêtaient à déchaîner contre eux. Les officiers de liaison allemands auprès des unités roumaines ont rédigé des rapports signalant les lacunes en matière d'armes anti-chars. Ces rapports n'ont pas modifié le déploiement. Le troisième échec concernait le traitement du renseignement. Le service de renseignement allemand, l'Abwehr, avait suivi les concentrations de forces soviétiques au nord et au sud de Stalingrad tout au long du mois d'octobre et jusqu'en novembre. Les concentrations étaient évidentes. Une offensive soviétique était clairement en préparation. Les débats au sein du quartier général allemand ne portaient pas sur la venue d'une offensive, mais sur l'endroit où elle frapperait, son ampleur et la possibilité de la repousser. Hitler et son chef du renseignement, le général Reinhard Gehlen, ont sous-estimé l'ampleur de l'opération. Ils pensaient que les Soviétiques manquaient de réserves pour mener une opération véritablement décisive. Ils se sont trompés d'environ 500 000 hommes. Et le quatrième échec, peut-être le plus lourd de conséquences, fut l'incapacité de positionner des réserves blindées suffisantes derrière les flancs avant que le coup ne tombe. L'Allemagne disposait d'un seul corps blindé, le 48e corps de Panzer, positionné derrière le secteur roumain. Il avait été privé de l'une de ses divisions de Panzer et une seconde de ses divisions était partiellement équipée de chars obsolètes fabriqués en Tchécoslovaquie. Lorsque les colonnes blindées soviétiques ont percé, le 48e corps de Panzer a tenté de contre-attaquer. Il a été submergé. Le général Friedrich Paulus, commandant la 6e armée depuis son quartier général dans la ville de Golubinka, a été informé de l'encerclement le 22 novembre. Sa réponse fut de demander à Hitler l'autorisation de percer vers l'ouest
avant que l'encerclement soviétique ne se consolide. La demande fut refusée. Hitler lui ordonna de rester. Il lui dit que l'encerclement était temporaire. Il lui dit que la Luftwaffe ravitaillerait l'armée par voie aérienne. Il lui dit qu'une force de secours était en cours de formation. Certaines de ces affirmations étaient optimistes, d'autres étaient fausses. L'une d'elles, concernant la Luftwaffe, fut l'objet d'une promesse qui condamnerait des dizaines de milliers d'hommes à mourir de faim et de froid. Cette promesse, ainsi que l'homme qui l'a faite, sont le sujet du chapitre suivant. Hermann Göring était bien des choses. Du premier conflit mondial décoré, toxicomane à la morphine, maréchal du Reich du Grand Reich allemand, et l'homme qui, le soir du 24 novembre 1942, affirma à Adolf Hitler que la Luftwaffe pouvait ravitailler par les airs la 6e armée encerclée. Il avait tort. Il savait probablement qu'il avait tort, et son assurance contribua à sceller le destin de 300 000 hommes. Les calculs de la noria aérienne étaient, dès le départ, impossibles. La 6e armée, pour survivre et continuer à se battre, avait besoin d'un minimum de 600 tonnes de ravitaillement par jour. Nourriture, munitions, carburant, matériel médical, équipement pour le froid, dont de nombreuses unités manquaient encore. 600 tonnes par jour, chaque jour, quelles que soient les conditions météorologiques, la présence de chasseurs soviétiques ou la fiabilité mécanique de la flotte de transport disponible. L'avion de transport principal de la Luftwaffe, le Junkers Ju-52, avait une capacité de charge utile d'environ 2 tonnes par vol. Atteindre les pistes d'atterrissage de la 6e armée à l'intérieur du Kessel, la poche, puis revenir à la base nécessitait un aller-retour de plusieurs centaines de kilomètres, dont une grande partie au-dessus d'un territoire contrôlé par les soviétiques. Par temps clair, avec une flotte pleinement opérationnelle, ces chiffres étaient à peine atteignables. En hiver russe, avec des tempêtes de neige qui clouaient les avions au sol pendant plusieurs jours d'affilée, avec des escadrons de chasse soviétiques contestant de plus en plus les couloirs aériens, et avec une flotte de transport déjà surmenée sur plusieurs fronts, ces chiffres étaient impossibles à atteindre. Le général de la Luftwaffe, Wolfgang Pickert, commandant les forces aériennes à l'intérieur de la poche, l'avait bien compris. Il déclara à Paulus, le 25 novembre, que le pont aérien ne livrerait probablement même pas une fraction de ce qui était nécessaire. Les officiers de la logistique de la Luftwaffe estimaient que la flotte de transport disponible pouvait, dans des conditions favorables, livrer de 100 à 150 tonnes par jour. En réalité, la moyenne sur les 2 mois et demi du pont aérien est restée en dessous de 100 tonnes par jour. Les hommes à l'intérieur de la poche mouraient de faim petit à petit. Les rations quotidiennes furent réduites par étapes à mesure que les approvisionnements n'arrivaient pas. En décembre, les soldats ne recevaient plus que 200 grammes de pain par jour et un bouillon clair. En janvier, les rations dans certaines unités étaient tombées à 50 grammes. Des hommes qui avaient traversé le sud de la Russie en été mouraient non pas sous les balles soviétiques, mais de froid et de faim à l'intérieur d'un périmètre qu'ils n'avaient pas le droit de quitter. Pourquoi Hitler n'a-t-il pas autorisé une percée ? Cette question a suscité plus de débats historiques que presque tout autre aspect de la campagne de Stalingrad. Plusieurs facteurs se sont conjugués. Le premier était idéologique. Après la crise de l'hiver 1941, Hitler avait développé la conviction absolue que la bonne réponse à un encerclement était de tenir bon. Il avait vu les commandants allemands paniquer et battre en retraite lors de cet hiver précédent, et il croyait, non sans quelques preuves, qu'un repli ordonné se transformerait en déroute. Son ordre de novembre 1942 à la 6e armée de tenir ses positions à Stalingrad reflétait cette conviction. Le second facteur était stratégique. Stalingrad se trouvait sur la Volga. Tant que les forces allemandes tenaient des positions sur le fleuve, les lignes d'approvisionnement soviétiques qui longeaient la rivière du nord au sud étaient théoriquement menacées. Abandonner complètement la ville aurait libéré des ressources soviétiques pour des opérations ailleurs. Hitler avait compris cette logique et l'avait placée au-dessus de toute autre considération, y compris la survie même de l'armée. Le troisième facteur était personnel. Hitler avait promis publiquement que Stalingrad ne tomberait pas.
Il avait fait de sa prise une déclaration symbolique de la puissance allemande et de sa propre infaillibilité. Autoriser une percée, abandonner la ville, aurait été admettre publiquement un échec stratégique sur la plus grande scène possible. Et ainsi, la 6e armée attendit. Le général Erich von Manstein, sans doute le plus brillant stratège opérationnel de l'armée allemande, rassembla une force de secours, le groupe d'armées Don, et avança vers la Poche en décembre. L'opération Tempête d'hiver s'approcha à moins de 50 km du périmètre du Kessel avant de s'enliser. Paulus demanda de nouveau l'autorisation de percer en direction des forces de Manstein qui avançaient. Hitler refusa à nouveau. Manstein lui-même pensait qu'une percée était possible à la mi-décembre si Paulus avait bougé. Il l'a affirmé après la guerre. Paulus déclara qu'il ne pouvait pas agir sans l'autorisation explicite de Hitler. Cette autorisation ne vint jamais. La force de secours fut stoppée puis repoussée par les contre-attaques soviétiques. La dernière occasion de sauver la 6e armée, aussi mince fût-elle, disparut. À l'intérieur de la Poche, les hommes écrivaient leurs dernières lettres à la maison. On leur disait, par la propagande officielle allemande, que leur sacrifice était historique, qu'ils tenaient une ligne dont dépendait tout le front sud. La plupart d'entre eux comprirent, en janvier, qu'ils avaient été abandonnés. Il y a une question qui plane sur tous les récits de Stalingrad, une question à laquelle les généraux allemands survivants ont passé des décennies à tenter de répondre. Pourquoi personne n'a-t-il arrêté cela ? Pas seulement le pont aérien, pas seulement le refus d'autoriser une percée, mais toute la suite des décisions. Depuis la division du groupe d'armées sud en juillet, jusqu'à l'engagement de toutes les forces dans la ville plutôt que sur ses abords, en passant par la négligence des flancs et le déni de la réalité en novembre, décembre et janvier. À chaque étape, il y avait des généraux qui voyaient clairement le problème. À chaque étape, le problème n'a pas été résolu. La culture du corps des officiers allemands en 1942 était, à bien des égards, le produit de ses propres succès. Les victoires de 1939, 1940 et 1941 avaient créé une atmosphère dans laquelle contester le jugement militaire d'Hitler était professionnellement dangereux et de plus en plus psychologiquement difficile. Il avait eu raison à propos de la Rhénanie, il avait eu raison à propos de l'Autriche. Il avait eu raison contre l'avis de ses généraux à propos de l'offensive des Ardennes en 1940 qui avait détruit la France. À plusieurs reprises, ses instincts militaires avaient prévalu sur le jugement militaire professionnel et produit des résultats spectaculaires. En 1942, ce bilan s'était figé dans l'esprit d'Hitler en quelque chose qui s'apparentait à l'infaillibilité et avait créé parmi ses commandants supérieurs un schéma de déférence très difficile à briser. Le général Franz Halder l'avait brisé. Halder, en tant que chef de l'état-major général de l'armée, s'était opposé à plusieurs reprises à la double avancée de l'Axe, à la négligence des flancs et à l'engagement croissant à Stalingrad. Il fut relevé de son commandement en septembre 1942. Son remplaçant, le général Kurt Zeitzler, était plus jeune, plus docile et avait été choisi en partie parce qu'il ne remettrait pas en cause la direction d'Hitler de la même manière. Le maréchal Wilhelm List commandait le groupe d'armée A et avait soutenu que l'offensive vers le Caucase dépassait ses lignes de ravitaillement. Il fut limogé en septembre 1942. Hitler assuma temporairement le commandement direct du groupe d'armée A depuis Rastenburg, à plus de 1000 km du front. Le maréchal Gerd von Rundstedt avait été relevé de ses fonctions en décembre 1941. Le maréchal Walter von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée allemande, avait été relevé de ses fonctions en décembre 1941. Le maréchal Fedor von Bock avait été limogé à 2 reprises. Le schéma était constant. Les généraux qui présentaient des évaluations défavorables étaient écartés. Les généraux qui présentaient des évaluations optimistes étaient maintenus en poste. Le résultat fut une dégradation systématique de la qualité des informations parvenant au sommet de la structure de commandement, précisément au moment où des informations de haute qualité étaient le plus nécessaires. Le général Paulus lui-même illustre ce schéma avec une clarté particulière. Paulus était un officier d'état-major méticuleux, très intelligent, profondément loyal envers la structure institutionnelle de la Wehrmacht.
Il avait été l'adjoint de Halder. Il comprenait la planification opérationnelle au plus haut niveau, mais il n'était pas, de par sa nature ou son expérience, un commandant qui agirait selon son propre jugement contre les ordres explicites de son supérieur. Quand Hitler lui ordonnait de tenir, il tenait. Quand Hitler lui disait que des secours arrivaient, il le croyait, ou du moins agissait comme s'il le croyait. Fin janvier 1943, alors que son armée se désintégrait autour de lui, Paulus envoya un message à Hitler pour l'informer que la poche sud était sur le point de s'effondrer et pour demander la liberté d'action. La réponse d'Hitler fut de le promouvoir au grade de général-feldmarschall, le plus haut grade de l'armée allemande. Le message était sans équivoque. Un maréchal allemand ne s'était jamais rendu. La promotion était autant une instruction qu'un honneur. Paulus se rendit le 31 janvier 1943. Il fut le premier maréchal allemand de l'histoire à être fait prisonnier. 24 généraux se rendirent avec lui. La poche nord résista jusqu'au 2 février. La réaction d'Hitler fut d'une fureur volcanique. Il déclara qu'il ne comprenait pas pourquoi Paulus ne s'était pas suicidé. Le maréchal avait choisi, en fin de compte, de sauver la vie de ses hommes restants, plutôt que de satisfaire aux exigences théâtrales du régime qui les avait détruits. 91 000 Allemands marchèrent vers la captivité soviétique dans les semaines qui suivirent la reddition. Ils marchèrent vers l'Est à travers la même steppe qu'ils avaient traversée avec tant d'assurance 6 mois plus tôt. Les colonnes s'étendaient sur des kilomètres. La température était de moins 25 degrés Celsius. Ceux qui tombaient étaient laissés là où ils gisaient. Sur les 91 000 qui entamèrent ces marches, la plupart ne survivraient pas à la première année de captivité. Les décisions qui les avaient menés là, prises dans des bunkers en béton, dans des voitures de commandement, lors de réunions d'état-major où la mauvaise voix avait toujours été la plus forte, étaient désormais devenues irréversibles. Ce qui restait, c'était la question des conséquences et de ce que ces conséquences révéleraient sur la nature de la défaite. Le 3 février 1943, le peuple allemand ne fut pas informé de la vérité. Cela n'était pas encore possible dans le vocabulaire du ministère de la propagande de Joseph Goebbels, mais c'était suffisamment proche de la vérité pour que ceux qui écoutaient attentivement puissent en percevoir la forme. Des stations de radio à travers toute l'Allemagne diffusèrent le mouvement lent de la 5e symphonie de Beethoven. Puis un communiqué fut lu sur un ton sombre. La 6e armée était tombée. Les défenseurs de Stalingrad étaient morts pour l'Allemagne. 3 jours de deuil national furent décrétés. Les théâtres fermèrent. Les cinémas furent fermés. Le Führer, qui n'apparut dans aucun journal filmé, ne prononça aucun discours, ne fit aucune déclaration publique pendant des jours, s'était retiré dans le silence. L'annonce fut un chef-d'œuvre de gestion de la catastrophe. Goebbels s'employa furieusement à présenter la défaite comme un sacrifice héroïque. La 6e armée n'avait pas été détruite par un échec stratégique allemand. Elle avait été sacrifiée en toute connaissance de cause pour gagner du temps afin de stabiliser le reste du front de l'Est. Elle était morte pour que l'Allemagne puisse vivre. Ces soldats étaient les héros d'une nouvelle Thermopyle. Cette présentation exigeait que plusieurs choses restent sous silence. Elle exigeait le silence sur la question de savoir pourquoi 300 000 hommes avaient été encerclés en premier lieu. Elle exigeait le silence sur le pont aérien qui les avait abandonnés. Elle exigeait le silence sur la force de secours qui avait été repoussée. Elle exigeait le silence sur les semaines de faux communiqués diffusés en décembre et janvier, assurant au public allemand que la 6e armée se battait avec succès et que le secours était imminent. Par-dessus tout, elle exigeait le silence sur la question centrale. De qui les décisions avaient-elles conduit à ce résultat? Cette question ne recevrait pas de réponse publique avant des années. Beaucoup de ceux qui connaissaient la réponse, les généraux survivants, les officiers d'état-major, les analystes du renseignement, passèrent le début de l'après-guerre à écrire des mémoires dans lesquelles la responsabilité était attribuée avec une constance remarquable, dans une seule direction, vers le haut, vers Hitler, et jamais vers eux-mêmes. Le phénomène devint si prononcé que l'historien militaire américain Martin Van Creveld décrivit la littérature mémorielle du corps des officiers allemands d'après-guerre comme un exercice collectif d'auto-exonération.
Une partie de cette auto-exonération était justifiée. La responsabilité de Hitler dans la bataille de Stalingrad est réelle et documentée. Les décisions de diviser le groupe d'armées sud, de faire de Stalingrad un objectif principal, de refuser la percée, de compter sur le pont aérien. Ce furent les décisions de Hitler, prises contre l'avis des professionnels militaires, imposées par son autorité de commandant suprême. Mais les généraux n'étaient pas totalement innocents du résultat. Ils avaient instauré une culture de commandement dans laquelle la dissidence signifiait la fin de carrière. Ils avaient élaboré des plans qui contenaient les germes de leur propre échec. À des moments critiques, ils avaient choisi la loyauté institutionnelle plutôt que le jugement professionnel. Certains savaient que le pont aérien était impossible et ne l'avaient pas dit assez fort. Certains avaient vu l'accumulation soviétique sur les flancs et n'avaient pas exigé de réponse. Certains avaient compris, en novembre, que l'encerclement était un piège et avaient espéré, plutôt que planifié, qu'il ne se refermerait pas. Les conséquences stratégiques de Stalingrad furent immédiates et permanentes. L'opération Citadelle, la tentative de détruire les forces soviétiques à Koursk en juillet 1943, fut la dernière initiative stratégique allemande significative à l'Est, et elle échoua. À partir de l'été 1943, le front de l'Est devint une histoire de retraite allemande, menée avec une habileté tactique remarquable, mais sans les ressources stratégiques nécessaires pour inverser le changement fondamental d'élan provoqué par Stalingrad. Ce que Stalingrad avait démontré, ce n'était pas seulement que l'Allemagne pouvait perdre une bataille. Elle avait démontré que le génie opérationnel de la Wehrmacht ne pouvait pas compenser une erreur de calcul stratégique au plus haut niveau. Elle avait également montré qu'une armée fondée sur la doctrine, l'entraînement et l'initiative pouvait être détruite par les décisions d'un seul homme qui refusait d'écouter ceux qui savaient mieux que lui. Elle avait aussi révélé quelque chose sur la nature de la guerre industrielle moderne que l'Allemagne n'avait d'une certaine manière essentielle pas su comprendre. L'Union soviétique de 1942 n'était plus la même que celle qui avait été stupéfaite et brisée en 1941. Elle avait déplacé ses usines à l'est, au-delà de l'Oural. Elle avait réorganisé sa structure de commandement. Elle avait appris, à un coup dévastateur, à se battre. Et à Stalingrad, elle avait démontré qu'elle pouvait planifier et exécuter une opération d'une complexité stratégique, l'opération Uranus, que le haut commandement allemand avait jugée hors de portée des soviétiques. Ce mépris fut l'erreur ultime. Elle reposait sur le mépris racial, sur des postulats idéologiques, sur l'arrogance accumulée de 2 années de victoire. Et cela a coûté la guerre à l'Allemagne. Les survivants de Stalingrad, ceux qui sont entrés en captivité soviétique en février 1943, ne sont pas rentrés en Allemagne en grand nombre avant 1955. 12 ans après la reddition, un dernier groupe d'environ 6 000 hommes est rentré chez lui. La plupart des 91 000 hommes qui s'étaient rendus étaient déjà morts, de froid, de maladie, de faim et des conditions de la captivité soviétique. Le général Friedrich Paulus a survécu à la guerre en détention soviétique. Il est devenu, au grand embarras des deux camps, une figure d'une complexité morale inconfortable. En captivité, il a rejoint le Comité national pour une Allemagne libre, une organisation de prisonniers allemands soutenue par les soviétiques et œuvrant pour le renversement du régime nazi. Il a témoigné lors des procès de Nuremberg. Il s'est finalement installé en Allemagne de l'Est, où il a vécu jusqu'en 1957, une figure qui avait été à la fois instrument et victime de la catastrophe qu'il avait contribué à créer. Le général Arthur Schmidt, chef d'état-major de Paulus, l'homme qui avait affirmé qu'ils boiraient du café sur la Volga en moins d'1 semaine, fut parmi les derniers Allemands libérés de la captivité soviétique en 1955. Il est retourné en Allemagne de l'Ouest, où il a passé des années à insister sur le fait que Paulus n'aurait jamais dû capituler. La position de Schmidt était, selon le consensus historique, difficile à défendre. En janvier 1943, la 6e armée n'avait plus de nourriture, plus de carburant, plus de réserves de munitions et aucun espoir de secours. La résistance prolongée n'aurait pas changé l'issue stratégique. Cela n'aurait fait qu'augmenter le nombre de morts.
Le maréchal Erich von Manstein, qui avait rassemblé la force de secours et était celui qui s'était approché le plus de briser l'encerclement, a passé sa carrière d'après-guerre à soutenir que Stalingrad aurait pu être évité. Ses mémoires, publiées en 1955 sous le titre « Victoire perdue », attribuaient la responsabilité principale à Hitler. Le récit de Manstein est en grande partie crédible au niveau opérationnel. Il comprenait clairement les erreurs stratégiques et son analyse de ce qui aurait dû être fait est fondamentalement exacte. Mais ses mémoires sont aussi, il faut le noter, en grande partie silencieuses sur les questions auxquelles il n'a pas répondu assez fermement à l'époque. Que nous enseigne Stalingrad? La question a été étudiée dans les académies militaires du monde entier depuis 8 décennies. Les leçons sont, à un certain niveau, d'ordre opérationnel. N'étendez pas vos forces au-delà de vos capacités logistiques. Ne négligez pas vos flancs. Ne sous-estimez pas la capacité de votre ennemi à se régénérer. Ne commettez pas votre réserve stratégique dans une ville lorsque votre environnement d'opération est un terrain ouvert. Mais les leçons les plus profondes concernent la relation entre l'information, le pouvoir et la prise de décision. Le haut commandement allemand, en 1942, n'a pas échoué par manque d'information. L'information était là, les rapports de renseignement, les évaluations opérationnelles, les analyses logistiques, tous indiquaient avec une clarté croissante la catastrophe à venir. L'échec résidait dans le traitement de cette information, dans la culture qui filtrait les évaluations dérangeantes avant qu'elles n'atteignent ceux qui devaient agir, dans l'autorité accumulée d'un seul homme qui avait eu raison suffisamment de fois pour qu'on ne puisse plus le contester efficacement lorsqu'il avait tort. Il convient de noter que ce n'est pas un échec propre à l'Allemagne nazie. La tendance des institutions à supprimer les informations dérangeantes, à se soumettre à l'autorité plutôt qu'aux preuves, à confondre les succès passés avec une garantie d'infaillibilité future. Ce sont des tendances humaines. On les retrouve dans les salles de conseil, les gouvernements et les états-majors militaires à travers l'histoire. Stalingrad en est simplement l'expression la plus documentée, la plus catastrophique et la plus lourde de conséquences. Pour l'Allemagne, la bataille fut un tournant dont il n'y avait pas de retour possible. Le mythe de l'invincibilité allemande, soigneusement construit au fil de 3 années de victoire, s'est effondré en un seul hiver. L'armée rouge, autrefois qualifiée de primitive et épuisée, est sortie de Stalingrad comme une force capable de mener une guerre d'opération à la plus grande échelle. La capacité de production industrielle soviétique, relocalisée et reconstituée au-delà de l'Oural, dépassait déjà, en 1943, la production allemande dans toutes les catégories essentielles, chars, avions, artillerie, obus. Les hommes qui avaient conçu ces erreurs étaient, pour la plupart, toujours en poste en février 1943. Certains seraient limogés dans les mois qui suivirent. Aucun n'a fait l'objet du type de responsabilité systématique que l'ampleur de l'échec aurait pu justifier. Du moins, pas au sein du système allemand. La responsabilité, lorsqu'elle est venue de l'extérieur, de Nuremberg, de l'Union soviétique, du jugement de l'histoire. La Volga coulait froide et sombre à travers les ruines de la ville qui avait englouti une armée. Et quelque part, dans la neige à l'est de Kalash, 91 000 soldats allemands commençaient une marche que la plupart d'entre eux ne survivraient pas. Le 2 février 1943. Les canons se turent à Stalingrad. Ce qui restait, c'était une ville qui n'existait presque plus. Presque tous les bâtiments avaient été détruits. La population, qui comptait un demi-million d'habitants avant la guerre, avait été réduite à quelques milliers de survivants vivant dans des caves et des ruines. La Volga, qui avait gelé complètement pendant les combats d'hiver, avait transporté sur sa glace les corps de soldats morts. L'usine de tracteurs, l'aciérie Octobre Rouge, le complexe d'armement Barikadi, tout cela n'était plus que des ruines éventrées, leurs machines ensevelies sous les gravats, leur sol pavé des débris de 5 mois de combat. Les Allemands avaient été vaincus non pas parce qu'ils manquaient de courage, de sophistication technique ou de compétences tactiques. Ils avaient été vaincus parce que les hommes qui dirigeaient leur stratégie avaient commis une série d'erreurs, chacune aggravant la précédente, chacune plus difficile à corriger que la précédente. Ils avaient choisi le mauvais objectif, au mauvais moment,
pour de mauvaises raisons. Ils avaient échangé la manœuvre contre l'usure. Ils avaient confié leurs flancs à des alliés qu'ils n'avaient pas suffisamment équipés. Ils avaient accepté une promesse de pont aérien que les capacités mathématiques des avions disponibles rendaient impossible. Ils avaient instauré une culture du commandement dans laquelle l'information la plus nécessaire au sommet était celle qui avait le moins de chances d'y parvenir. Aucune de ces erreurs n'était inévitable. Elles étaient le résultat de choix faits par des hommes sous pression, en temps réel, avec de vraies conséquences. L'opération Uranus, le plan soviétique qui referma le piège, avait nécessité 6 semaines de préparation et 24 heures pour exécuter sa phase décisive. Elle a réussi parce que les Soviétiques avaient compris quelque chose que l'Allemagne avait refusé d'accepter, que leur ennemi était capable, adaptable et en train d'apprendre. Cette sous-estimation, enracinée davantage dans l'idéologie que dans les faits, fut peut-être l'erreur la plus fondamentale de toutes. Stalingrad a coûté à l'Allemagne le front de l'Est. Le front de l'Est a coûté à l'Allemagne la guerre. La guerre a coûté à l'Europe des dizaines de millions de vies. La chaîne de causalité est longue, ramifiée et contestée à chaque étape. Mais quelque part près du début, à la fin de l'été et à l'automne 1942, une série de décisions furent prises dans des bunkers en béton, des wagons de commandement et des réunions d'état-major le long de la steppe de la Volga. Des décisions que les hommes qui les ont prises passeraient le reste de leur vie à tenter d'expliquer, de justifier ou d'oublier. La ville qui portait le nom de Staline est devenue le cimetière des ambitions d'Hitler. Cela n'est pas arrivé par accident. Cela est arrivé à cause de choix. Et les choix, comme Stalingrad nous le rappelle avec une autorité qui n'a jamais faibli, entraînent des conséquences qu'aucune décision ultérieure ne peut annuler. Si cette histoire vous a ému, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérités venues du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons entendre vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.